Salut à tous, on est de retour pour débriefer le second épisode de cette saison 7. Un vrai épisode Game of Thrones comme on les aime. Une chose est sûre, il va y avoir des rencontres au sommet et des retrouvailles assez émouvantes. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, à part la magnifique poitrine de Miss Sunday, c'est un épisode basé sur des connexions et des liens qui sont en train de se faire, des liens qu'on attend depuis super longtemps, pour vraiment les rencontres au sommet entre les personnages les plus emblématiques de la série. La connexion la plus importante de toutes, et qu'on attendait avec impatience, c'est Jon Snow Daenerys. Grâce à Melisandre d'abord, puis à Tyrion, les pièces du puzzle s'assemblent, les invitations sont lancées, Jon Snow est au courant, et on le voit débattre avec ses lieutenants qui sont pas forcément d'accord d'ailleurs, mais on finit cet épisode, Jon Snow est en route pour Daenerys, et ça fait bien plaisir. Avec cet épisode, on se rend compte en tout cas que rien n'est anodin, aucune des petites rencontres qui a eu lieu dans la série depuis 7 saisons maintenant, tout ça servait à quelque chose dans un grand plan plus global. C'est exactement la même chose dans le cas d'Arya, qui, par sa rencontre avec Tourte Chaude, un personnage très marrant d'ailleurs, mais qui peut paraître vraiment anodin, en lui révélant la situation de Jon et de Sansa à Winterfell, il la décide quelque part à retourner vers le nord et non pas à aller voir Cersei pour la tuer. En tout cas, on se dirige tout droit vers la grande réunion des Stark encore vivants, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, avec Bran au mur, Arya qui remonte, Jon Sansa. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a un peu saoulé. On en a parlé la semaine dernière. J'aimais bien ce côté électron libre. Arya fait un peu ce qu'elle veut. Elle a sa liste et elle peut le changer le cours des choses sans qu'on s'y attende. Là, elle retourne voir les Stark. On est content parce qu'il y a une réunion de famille, mais c'est un peu décevant. Dans le rang des retrouvailles, on compte aussi, et on l'avait vu dans le trailer et ça nous avait pas mal surpris, les retrouvailles entre Arya et son loup Nymeria qui a bien grandi, c'est quand même un loup XXL. Pas mal de choses à dire là-dessus. Nymeria vient comme dans les livres avec une meute, ce qui peut être une arme assez pratique. Il y a toute une comparaison qui est faite entre Nymeria et Arya. Les deux ont changé, les deux ont souffert, c'est plus les mêmes qu'au début. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis les retrouvailles sont un peu avortées. Là on voit que Nymeria décide au final de ne pas suivre Arya, mais je pense qu'on va la revoir assez rapidement. Dernière connexion qui m'a particulièrement plu parce que c'est deux personnages que j'adore, les liens que sont en train de tisser Jorah Mormont qui souffre de grise écaille et Sam Tarly qui décide de prendre l'initiative contre les préceptes de son maître, de le soigner avec une technique qui est soi-disant interdite. Les deux personnages tissent des liens dans une scène bien dégueu, bien remplie de pu comme on aime, et c'est une autre manière, ou en tout cas une manière un peu détournée, de encore rassembler Jon et Daenerys, puisque ce sont tous les deux les fidèles lieutenants de ces deux personnages emblématiques de la série. Hors de cette histoire de connexions qui se font, on assiste encore dans un épisode un peu global, où on voit vraiment tous les royaumes se mettre dans une marche à la guerre. Dans ce tour d'horizon des royaumes en marche pour la guerre, on a d'abord Winterfell. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Jon est en train de nous faire du Ned Stark, c'est-à-dire un côté un peu cœur de lion, je suis un mec bon. Par exemple, la pire idée qui soit, c'est quand même de s'embrouiller avec Littlefinger et ensuite de partir et donc de laisser Littlefinger pouvoir prendre soin de Sansa comme il le peut. Heureusement, Arya arrive, on sait que Littlefinger est socialiste, puisque, rappelez-vous, c'est lui qui a dénoncé Ned et donc qui est en partie responsable de sa mort. Je mettrai ma main à couper que Arya va tuer Littlefinger. On quitte le royaume du Nord pour le royaume plus au sud où une autre femme gouverne, Daenerys Targaryen. Et c'est selon moi peut-être l'épisode où on voit le plus Daenerys en tant que leader crédible et qui peut vraiment mener une guerre efficacement. J'ai toujours eu pas mal de doutes sur sa capacité à rassembler les gens, à faire les bons choix pour les diriger et donc pour reprendre le pouvoir dans les 7 couronnes. Mais là, elle arrive, je trouve, assez bien à rassembler plusieurs royaumes qui au départ ne sont pas faits pour s'entendre, ou en tout cas qui partagent qu'un seul truc, c'est on veut buter Cersei, c'est pas on est fidèle à Daenerys. Et là, en mettant la pression sur tour à tour Ellaria Sand, Mami Tyrell et un énorme coup de presse sur Varys, elle lui fait quand même le récit de tous les mecs qu'elle a trahis en disant et moi dans tout ça. Donc elle lui met un bon coup de pression pour s'assurer de son allégeance et je trouve ça assez bien joué. D'autant plus qu'on voit à ses côtés un conseiller qui a l'air très efficace et très bon en stratégie qui est Tyrion et qui va s'avérer important dans un épisode qu'on a très envie de voir qui est quand même la reconquête de Casterly Rock qui est donc le château des Lannister et que Tyrion connaît par cœur. Je pense que pour l'envahir ça va pas être trop compliqué. En tout cas on n'en peut plus d'attendre de voir ce premier affrontement entre Daenerys et les Lannister. Les Lannister qui eux de leur côté se préparent aussi, ce qui me paraît normal. Cersei a convoqué tous ses vassaux dont beaucoup sont des vassaux des Tyrell. Elle doit donc essayer de les rallier à elle et non pas à Mami Tyrell qui est accusée d'être une traître. Parmi eux, on retrouve le père de Sam, vous savez qu'il le fait bien galérer au dîner de famille. Comme beaucoup des vassaux, il est pas convaincu, il est pas fan de Cersei, mais il se laisse quand même plus ou moins amadouer par Jaime qui avance la théorie. Il y a un petit côté un peu fascisant quand même du côté de Cersei qui est en noir sur son trône et qui convoque beaucoup le côté race, pureté, etc. en parlant notamment des Immaculés, des Dothraki qui sont des sauvages, des barbares. L'épisode
L'épisode laisse en tout cas penser que Tarly a été convaincu et donc il va prendre les armes. Est-ce qu'on pourrait pas assister à une retrouvaille bien marrante entre Sam et son père sur le champ de bataille? Moi en tout cas j'adorais ça. Toujours à King's Landing, en plus de rameuter des alliés, elle essaye de chercher, ce qui est quand même la priorité, de chercher une arme pour annihiler le pouvoir des dragons. Elle a nommé Main de la Reine le maître Qyburn. Moi lui c'est un mec qui me fait bien flipper. Et qui donc a fait bosser tous les forgerons de King's Landing sur une arme qui est censée détruire les dragons avec pas trop de difficultés. Comme d'habitude avec Cersei, alors qu'on pourrait croire qu'elle était quand même dans une situation délicate, qu'elle aurait pu être abattue, etc., on sent qu'elle arrive à rebondir et qu'elle prend en plus conscience du danger des dragons et que c'est quand même la priorité sur laquelle se focaliser. Autre chose qui nous fait penser que Cersei reprend du poil de la bête, c'est qu'elle s'est trouvée un allié de taille, mon petit Euron, que j'adore, qui pour la première fois fait l'étal de sa puissance, qui arrive, qui mate tous les bateaux de ses neveux et nièces et qui capture Yara et Ellaria Sand. C'est donc ça les cadeaux, mission accomplie. Je sais que pas mal de gens, surtout les lecteurs de livres, sont un peu déçus du personnage de Euron parce qu'il aurait une importance moindre, une classe moindre, une cruauté moindre que dans les livres. Mais je peux pas m'empêcher, c'est vraiment mon personnage préféré. Il est là depuis très peu de temps et il fait déjà des coups d'éclat qui me plaisent beaucoup. Au premier rang desquels, cette bataille auquel on assiste à la fin de l'épisode. Excusez-moi, c'est quand même la grande classe. Il arrive avec son bateau, cette espèce de truc qui s'affale. Il tue tout le monde, il a une hache énorme, c'est un bon gros bourrin comme je les aime. Il faut quand même réaliser que le mec arrive à buter 2 des Sand Snakes qui sont quand même... C'est les Charlie's Angels, ça les meufs, c'est pas n'importe qui. Il capture Yara, sa nièce, il capture Ellaria, il fait fuir Theon comme un bon gros lâche. Je pense qu'en 10 minutes d'épisode, il a tout simplement prouvé que c'était le vrai badass qu'on attendait. Comme d'habitude, les théories fourmillent sur le web, les complots les plus improbables, etc. Beaucoup de gens parlent de cette histoire de Jaime qui tuerait Cersei, etc. Il y aurait peut-être un moyen détourné pour que ça se passe autrement. C'est-à-dire que Arya pourrait, d'une manière ou d'une autre, venir à bout de Jaime et utiliser ses talents d'assassin et donc s'emparer de l'apparence de Jaime pour tuer Cersei. Étant donné qu'Arya a décidé de remonter vers le nord, c'est pas pour tout de suite, mais ça me paraîtrait être un truc intéressant pour que à la fois Arya vienne à bout de Cersei, qu'elle soit la responsable de la mort de Cersei, et que la théorie, ou en tout cas la légende du Valonqar puisse se réaliser. Honnêtement, si vous me posez la question, j'aimerais bien que Jaime ne meure pas et résiste à sa sœur ou parte après sa sœur, mais si ça doit se passer comme ça, je trouverais ça assez stylé. Énormément de théories aussi sur la rencontre au sommet entre Jon et Daenerys et sur les moyens, ou en tout cas la manière dont ils vont s'allier. On sait que dans les corbeaux que Daenerys a envoyés à Jon Snow, elle lui demande quand même de s'agenouiller quand elle va aller le voir. Je vois mal Jon Snow s'agenouiller devant Daenerys, je pense qu'ils vont trouver une autre forme d'alliance, que ce soit pour lui, de son côté, avoir du ver dragon, et pour elle, une armée pour venir à bout de Cersei plus facilement et dominer tout le royaume des 7 couronnes. Beaucoup de gens, puisque c'est aussi la tradition dans Game of Thrones, évoquent la possibilité d'un mariage. Bon, on est sûr à 95% qu'ils sont de la même famille quand même, mais on sait que les Targaryens entre eux, ils sont jamais vraiment gênés pour se marier. Dernière théorie qu'on nous a mis en commentaire en bas de notre première vidéo et qui m'a pas mal plu parce qu'elle était bien argumentée. En tout cas, ce serait une grosse surprise qui ferait qu'on ne serait pas dans les trucs attendus. Game of Thrones a toujours aimé faire des surprises. C'est que nous avons un nouveau prétendant pour le titre de Azor Ahai et ce serait en la personne de Samwell Tarly. Ce serait en tout cas un peu la surprise du chef puisque c'est vraiment un des personnages dont on s'attend le moins qu'il soit le héros légendaire au combat, etc. Mais ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Parmi les arguments, 3 raisons qui pourraient nous pousser à croire à ça, à cette théorie. D'abord, Sam est le personnage qui depuis le début de la série a le plus de liens avec les marcheurs blancs. C'est lui qui a tué pour la première fois un marcheur blanc, qui a découvert que c'était le ver dragon qui était l'arme la plus efficace contre les marcheurs blancs. Autre argument, l'épée d'acier valyrien dont il s'empare chez son père. On sait qu'Azor Ahai a vaincu les marcheurs blancs en brandissant son épée en acier valyrien. Maintenant, Sam en possède une. Est-ce que c'est pas un début d'indice? Le seul truc qui peut nous faire un peu douter de tout ça, c'est que Sam Tarly n'a aucun prêtre ou prêtresse rouge à ses côtés. Or, est-ce que Melisandre ne se serait pas trompée encore une fois et en croyant en Jon Snow, elle a indirectement emmené Sam vers la citadelle et donc là commencé à lui faire jouer un rôle très important dans l'annihilation et le combat contre les marcheurs blancs. J'aime beaucoup l'idée, mais je vois plus Sam comme vraiment le lieutenant ou l'intellectuel du combat contre les marcheurs blancs et pas forcément celui qui brandit son épée sur le champ de bataille. Je le vois plutôt comme un conseiller plus et un super adjuvant pour le Azor Ahai. Alors, comme d'habitude, pour ce qui est de la notation, je me suis un petit peu emballé. Je vais devoir finir la saison à mettre des 10 sur 5. Trêve de plaisanterie, j'ai mis 5 sur 5 à cet épisode parce que pour moi, il avait vraiment tous les ingrédients du vrai bon Game of Thrones comme on les aime. Une dose d'humour, une dose de combat et un réseau complexe d'alliances qui, petit à petit, les pièces s'assemblent et on est en train d'avancer vers quelque chose où tous les intrigues se démêlent et ça, c'est ce que j'adore.
Comment va réagir Sansa quand Bran va lui apprendre que Jon Snow n'est pas le fils de Ned Stark, que ce n'est pas son frère, ce n'est pas un Stark légitime, alors qu'elle a tous les droits pour clamer le trône. Je pense personnellement que c'est pas ça qui va, comment dire, monter Sansa face à Jon Snow, ou en tout cas ce sera peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais je vois beaucoup trop de plans, il y a un petit jeu de caméra sur Littlefinger. Je pense qu'en l'absence de Jon Snow, et ça m'inquiète pas mal, Littlefinger va arriver déjà à manipuler Sansa, à plus ou moins la porter contre les intérêts de Jon Snow. Même si elle ne paraît plus influençable comme elle l'a été avant, on sait que toute cette accumulation de souffrance, de tout le chemin, la galère qu'elle a connue, peut-être que le fait d'accéder au trône va la faire un peu changer, prendre en arrogance, en envie de pouvoir, en soif de pouvoir. Est-ce que ça peut lui détraquer un peu l'esprit? C'est possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a hâte d'en voir plus dans l'épisode 3. En attendant, on se retrouve dès demain pour l'analyse du trailer. On se quitte comme d'habitude avec la stat inutile de l'épisode. C'est 1 minute 17, soit ce moment de bonheur où on a le droit d'apercevoir Missandei nue. Depuis combien de temps je l'attendais celle-là? Merci. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Ciao! En tout cas, si vous vous posiez la question comment réussir à choper quand on n'a pas de sexe, il semblerait que Vert Gris ait trouvé la solution.